Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah. Alors, je suis Khawla Ben Aïcha, j'ai 32 ans. Je suis consultante et professeure en marketing et communication et j'ai été députée à l'Assemblée des représentants du peuple tunisien, où j'ai représenté les Tunisiens qui vivent en France durant la toute première législature de l'Assemblée de la Deuxième République, à savoir de 2014 à 2019. La politique et moi, oui, c'est une histoire qui est arrivée juste après la Révolution. Hein. En 2011, j'avais 23 ans. C'était la première fois que je m'intéressais à la chose publique, la première fois où j'allais voter justement pour les élections de l'Assemblée constituante. Donc, il y avait un réel engouement, un réel intérêt je pense, de toutes les Tunisiennes et Tunisiens pour la chose publique à cette époque-là. La Révolution, c'était quand même quelque chose d'assez marquant, d'assez important hein, dans l'histoire moderne de la Tunisie. À cette époque-là, je vivais en France. Je travaillais encore en France, je finissais mes études c'est devenu un petit peu un intérêt parce qu'on voulait suivre ce qui se passait, on voulait connaître les gens qui allaient nous représenter aujourd'hui. Écrire une constitution n'était pas une chose vraiment facile ou anodine, hein, ça n'arrive pas tous les jours, donc moi ça m'intéressait énormément. Durant 6 mois, je regardais nuit et jour les travaux de l'Assemblée constituante. J'étais pas forcément satisfaite avec ce qui se faisait. Donc derrière mon écran sur les réseaux sociaux, donc je postais des commentaires, j'interagissais avec des posts, avec ce qui se passait. Et au bout d'un moment, je m'étais dit bon, derrière ton écran, bah oui, tu peux toucher ton cercle d'amis, mais il faut peut-être s'impliquer, être plus actif. Et puis, bah, si je me voyais pas représentée par les gens que je voyais, soit sur la scène politique, soit à l'Assemblée, bah, pourquoi pas m'investir, soit dans un parti politique, soit avoir une activité. Donc, en 2012, Feu Béji Caïd Sebsi, qui était à l'époque aussi ancien chef du gouvernement, avait fondé un parti politique dans lequel je me retrouvais, où je retrouvais une grande partie de mes idées, de mes orientations. Donc, je m'étais affiliée à ce parti. J'étais membre de son bureau à Paris, en France. Et puis, en 2014, l'opportunité s'était présentée pour que je me présente aux élections législatives. C'est vrai que c'était pas forcément très facile parce que j'avais à l'époque 26 ans, que j'étais une femme et que je vivais à l'étranger. Donc, je sais pas si vous savez qu'en Tunisie, le scrutin est un scrutin de liste. Donc, chaque parti présente une liste de candidats avec une parité qui est certes obligatoire. Donc, si on a une tête de liste homme, il y aura en deuxième position une femme, puis un homme. Donc, un principe d'alternance et de parité. Et vu mon jeune âge, vu mon manque d'expérience, on m'avait proposé d'être quatrième sur la liste. Je savais que je n'avais aucune chance de passer avec ce classement-là. J'ai dû vraiment rentrer dans une petite bataille en interne au sein du parti pour avoir un meilleur rang, avoir plus de chances justement d'être sur la liste, d'être représentée à l'Assemblée, de représenter mes semblables, jeunes femmes, jeunes hommes, vivant à l'étranger, donc la diaspora, parce qu'il y a aussi toujours cette petite distance entre les résidents à l'étranger et les résidents en Tunisie, c'est pas les mêmes intérêts, pas les mêmes problèmes. Donc voilà, j'ai fini par être deuxième sur cette liste électorale là, donc en 2014. On en a été élu, on a obtenu 2 sièges. Donc j'ai pu accéder à l'Assemblée en décembre 2014. Il faut savoir que ces mouvements-là, je pense qu'ils ont quand même germé pendant plusieurs années. Hein. Ça s'est arrivé en Tunisie en 2011, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. On se rappelle très bien en Tunisie qu'en 2008, en 2009, il y avait des mouvements sociaux dans le sud qui ont été un petit peu étouffés par le régime, mais ce bouillonnement existait déjà, ce ras-le-bol existait déjà. Il y avait des indicateurs hein, qui montraient qu'il allait se passer quelque chose, que la situation sociale n'allait plus. Et c'est vrai que ça a vraiment éclaté à proprement dit le 17 décembre en Tunisie. Et ça a été suivi donc par les manifestations, par les sit-ins qui ont eu lieu donc en janvier 2011 et qui ont abouti par le départ du président tunisien le 14 janvier 2011. Donc, je pense que ça a été un petit peu aussi l'étincelle qui a aussi donné
je pense, l'idée, ou c'est pas forcément l'idée, c'est aussi de donner ce courage-là à d'autres populations, à d'autres nations, de suivre un petit peu l'exemple tunisien, de se dire, bah oui, c'est possible, c'est possible qu'un peuple puisse décider de mettre fin à un régime ou de dire non, de dire stop, de se révolter d'une manière, il faut dire, en Tunisie, c'était très pacifique, hein, c'est des manifestations. C'est vrai qu'il y a eu quelques débordements de la part de la police à un certain moment, mais Dieu merci, l'armée tunisienne a toujours été une armée républicaine qui a très bien su aussi encadrer, qui a su garder cet aspect pacifique des manifestations. Et je pense que voilà, c'était une petite étincelle. Et puis tout le monde s'était dit, bah oui, c'est possible, on peut le faire. Ça ne s'est pas passé de la même manière, malheureusement, en Égypte. Bon, ça s'est mieux passé en Égypte qu'en Libye, par exemple. Mais je pense que les peuples aussi ont aussi pris conscience de leur pouvoir, que leur pouvoir leur revenait, que c'était à eux justement de gouverner, de choisir leurs représentants et de s'impliquer peut-être aussi plus hein, dans la vie publique, chose qui n'était pas forcément envisageable auparavant quand on est sous une dictature. On accepte les règles du jeu, on accepte les mêmes têtes, les mêmes personnes, le même régime qui fait les choses sans pour autant nous dire bah, on a le droit de nous exprimer ou de faire partie ou de mettre la main à la pâte. On a toujours essayé de l'expliquer pourquoi ça n'a pas balancé vers une dictature. Je pense qu'on a vécu hein, une dictature durant une cinquantaine d'années hein, avec tous les avantages et les inconvénients et puis les nécessités de certaines époques. Je pense pas que justement après l'indépendance de la Tunisie, on aurait pu avoir une très grande démocratie. D'ailleurs, dans toute la région, même en Europe, c'était pas de grande démocratie, à quelques exceptions près, hein, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais je pense que la culture, la composition aussi sociale du peuple tunisien a fait que il y ait ce refus d'un retour en arrière, qui ait eu cet attachement à cette nouvelle acquis, hein, qui était à la base, c'était une révolution pour la liberté d'expression, pour la dignité, pour l'égalité des chances entre les citoyens. Donc je pense qu'il y a eu cet attachement à cet acquis. Il y a eu aussi ce peuple qui était, Dieu merci, un peuple éduqué, qui était un peuple ouvert, donc il voyait aussi ce qui se passait dans le monde, qui savait ce qu'il voulait, ce à quoi il aspirait. Et bien qu'il y ait eu pendant ces 50 dernières années un vrai vide dans l'espace politique avec le parti unique, les mêmes dirigeants, la même famille politique qui accédait au poste de pouvoir ou à l'Assemblée, parce qu'on parle souvent en Tunisie d'un désert politique, on n'a pas, durant 50 années, on n'a pas vraiment éduqué ou formé une vraie classe politique. Donc il y a beaucoup de gens qui ont, notamment moi, hein, on a appris un peu sur le tas, on a appris des expériences passées de ce qui se passait dans le monde. Donc il y a vraiment eu un attachement à cet acquis-là. Et puis je pense que les femmes tunisiennes aussi ont joué un rôle très très important, notamment en 2013, quand ils ont mis fin justement, ils ont obligé le gouvernement à quitter, à l'Assemblée constituante à finir ses travaux qui étaient prévus au début pour une durée d'une année, mais qui sont étalés sur 3 années. Donc, le contrat a été un petit peu rompu. Donc, on sentait qu'on allait repartir vers une nouvelle sorte de dictature. C'est vrai qu'il y avait une assemblée élue, mais il y avait une majorité d'un parti politique bien déterminé qui ne voulait plus quitter le pouvoir alors que sa tâche était terminée. Donc, je pense aussi que les femmes tunisiennes s'étaient vraiment mobilisées et ont mobilisé toute la rue pour justement encadrer et veiller à ce que ce processus démocratique continue. Oui, mon arrivée à l'Assemblée tunisienne n'était pas du tout facile. Moi, je disais tout le temps que j'arrivais avec 3 handicaps. Le fait d'être une femme, d'être jeune et de venir de l'étranger, donc de représenter les Tunisiens résidant à l'étranger, sachant qu'il y a énormément de préjugés des Tunisiens vivant en Tunisie par rapport à ceux résidant à l'étranger. Donc moi, mon combat initial, c'était justement de défendre la cause de mes électeurs, de défendre leurs intérêts. Et puis, petit à petit, donc j'ai toujours continué à défendre la cause des Tunisiens résidant à l'étranger, puisque j'ai été membre durant 5 années de la commission. C'était la première fois qu'on avait une commission qui gérait justement les affaires des Tunisiens résidant à l'étranger.
Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, c'était d'autres combats, notamment les situations des minorités en Tunisie, ce qui n'était pas forcément évident pour moi, parce que oui, je vivais en France, mais même quand je vivais en Tunisie, bon, j'étais assez jeune, c'est vrai, mais je ne voyais pas forcément qu'il y avait ces persécutions envers les minorités raciales, les minorités régionales, les minorités sexuelles, les minorités religieuses. Donc, c'était des sujets, à chaque fois où j'étais approchée par leurs représentants, c'était des combats dans lesquels je m'engageais corps et âme parce que j'y croyais, parce que pour moi les droits humains étaient une entité, qu'on pouvait pas les diviser, qu'on pouvait pas justement les accorder à la tête du client. Donc c'était ça, c'était les combats pour justement les droits des femmes, parce qu'on a voté, on a poussé vers le vote de plusieurs lois aussi. Notamment celle des violences faites aux femmes, mais plein d'autres. C'était aussi un mini combat pour moi qui n'a pas forcément été vraiment remporté, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur le dossier des enfants tunisiens retenus dans les prisons libyennes. Il faut savoir que ce sont les enfants de terroristes, de djihadistes tunisiens qui sont partis combattre en Libye, mais qui sont nés, qui sont nés sur place, qui restent tunisiens, qui n'ont pas forcément choisi leurs parents, et que je voulais rapatrier pour justement leur donner aussi accès aux droits les plus élémentaires, à savoir le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à avoir un environnement sain. Donc, on a réussi à en rapatrier quelques-uns. Beaucoup restent toujours bloqués dans les prisons, dans les prisons là-bas. J'ai beaucoup travaillé sur la décentralisation, d'ailleurs, puisqu'on votait le code des collectivités locales, ce qui représentait un peu la constitution de la décentralisation en Tunisie. Donc, le pouvoir n'allait plus être centralisé, mais un petit peu réparti. Et puis, le dernier combat, enfin, l'un des plus importants pour moi, c'était justement d'inciter les jeunes tunisiennes et tunisiens à s'investir dans la vie politique. Après la Révolution, beaucoup se sont investis dans la société civile, ce que je trouvais très bien. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, la société civile ne gouverne pas. Ce sont les partis politiques qui gouvernent, hein, qui se disputent le pouvoir, qui sont dans cette compétition-là. La société civile peut être un appui. Donc, j'ai énormément travaillé avec les jeunes. J'ai toujours été présente dans les universités, dans les activités des clubs, dans les universités, justement les approcher à chaque fois et leur dire si moi j'ai réussi à m'investir, vous aussi vous le pouvez. C'est vrai qu'on ne demande pas à tout le monde d'être un jeune ministre ou une jeune députée ou un jeune activiste politique. Rien que le fait de voter est une participation, est un choix, est une implication. Rien que le fait de s'intéresser à ce qui se passe, de chercher l'information à la source. Donc, tout le monde ne sera pas forcément impliqué au même degré, mais il faut déjà qu'il y ait un minimum de conscience. Donc, j'essaie un petit peu de les responsabiliser, de leur dire, ce sont après tout vos choix qui sont faits. Donc, c'est un peu ça, hein. C'était les droits des femmes, l'implication des jeunes, les droits des minorités, droits et libertés. On a beaucoup travaillé. Beaucoup d'initiatives ont été lancées depuis quelques années, heureusement, comme le microcrédit, comme justement le fait d'encourager les activités artisanales pour les femmes, de leur offrir des formations. D'ailleurs, le ministère de la Femme avec le ministère de l'Emploi ont lancé pas mal d'initiatives dans ce sens-là. Et puis, dans la loi qu'on a votée, justement, la loi des violences faites aux femmes, on y parle de discrimination économique. D'ailleurs, on y parle de violences politiques et économiques qui s'exercent sur les femmes, justement. Heureusement, en Tunisie, dans le secteur public, les salaires entre hommes et femmes sont égaux. C'est dans la loi. Dans le secteur privé, on peut pas justement l'imposer. Donc, il y a des disparités, par contre, dans le privé. C'est vrai que les femmes, parfois, n'ont pas forcément le capital pour lancer leurs propres affaires. Et depuis quelques années, il y a certaines lois qui ont été votées, il y a certains mécanismes qui ont été mis en place, notamment justement les microcrédits. Il y a pas mal de facilités pour les jeunes diplômés. Et puis, des formations sont offertes justement pour les encadrer, pour les aider à lancer leur propre
projets. Il y a énormément de femmes entrepreneurs. Il y a énormément de success stories, notamment parmi les rangs des femmes, des femmes entrepreneurs en gestion d'entreprise. D'ailleurs, ce sont des exemples qu'on reprend assez souvent pour dire, bah, voilà, les femmes réussissent parfois mieux à gérer les entreprises. Elles seraient aussi, elles géreraient certainement mieux un gouvernement ou des partis politiques. Donc, ce sont des initiatives pas très très répandues, qui n'ont pas, on n'en voit pas encore vraiment les retombées et puis toute l'étendue, mais elles existent. Il y a beaucoup d'initiatives, notamment par rapport aux femmes dans les zones rurales d'ailleurs. Et c'est l'un des points qui nous ont fait aussi, où il y a eu ce débat-là, mais qui n'est toujours pas clos, dans l'égalité, dans l'héritage en Tunisie, puisque aujourd'hui, enfin, les enfants de sexes différents n'héritent pas les mêmes parts si les parents décèdent. Et le débat a été ouvert justement pour instaurer l'égalité dans l'héritage. Et l'un des arguments les plus importants, notamment, c'était justement ces femmes rurales-là qui se retrouvaient à cause d'une inégalité dans l'héritage à travailler, par exemple, les terres de leurs frères. Elles ont une toute petite part, elles sont incapables d'avoir la leur, donc elles se retrouvent comme employées, elles sont sous-payées. Et c'est là où on voit que cette loi-là aussi pourrait donner un peu plus d'indépendance financière à ces femmes-là, parce que si elle a ses terres, elle peut aussi avoir accès à de plus grands financements. Il y a encore certaines lacunes, mais il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées par le gouvernement et par le législateur tunisien, que si elles sont bien implémentées, je reviens toujours à la mise en œuvre, parce que les lois et puis les initiatives, c'est très bien, les textes, oui, mais c'est dans la pratique, justement, faire le suivi, le contrôle. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une révolution, c'est vrai qu'un régime de dictature a été déchu, mais on a aujourd'hui un nouveau régime politique qui est assez bloquant, hein, qu'on se le dise. C'est vrai qu'on a réparti les pouvoirs. En Tunisie, on a ce qu'on appelle un régime semi-parlementaire, où on a donc l'Assemblée, le chef du gouvernement qui a quasiment toutes les prérogatives de l'exécutif, et puis le président qui a des prérogatives réduites, mais qui est, lui, élu au suffrage universel. Chaque gouvernement, pour pouvoir passer, doit être soumis au vote de l'Assemblée. Donc, il dépend directement de l'Assemblée et dépend forcément des forces politiques qui sont à l'Assemblée, avec un mode de scrutin de liste au plus gros reste que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Bah, ça nous donne une Assemblée qui est une mosaïque. On n'a pas de majorité claire comme dans les grandes démocraties. Donc, on a vraiment une mosaïque de groupes parlementaires avec 15, avec 20 membres. Donc, on n'a pas vraiment de majorité, pas de stabilité à l'Assemblée, ce qui fait que la formation du gouvernement reste toujours tire-butaire et toujours en otage de la volonté des blocs parlementaires et des partis politiques. Donc là, on est un petit peu, 10 ans après la Révolution, on commence à ressentir un petit peu aussi les lacunes et les inconvénients du régime politique qui a été choisi pour la Seconde République, donc dans cette deuxième constitution. Donc là, on se sent un petit peu pris en otage des partis, parce que si les partis, il n'y a pas de consensus entre les partis politiques, parce qu'il faut qu'il y ait des coalitions. Là, on est sur une coalition avec 5 partis politiques qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, et sur le plan social et sur le plan économique. Donc, on a une coalition gouvernementale hétérogène, qui va un petit peu, on va du libéralisme vers les sociodémocrates, on a les islamistes, enfin c'est un petit peu voilà, un grand mélange, on va dire. Donc ce qui fait que on est pris en otage aussi des partis politiques, de leur bon vouloir. Et là on commence un petit peu à parler de la dictature des partis, un peu à l'image du passage de la 4e République en France, où on avait vraiment ce poids des partis qui bloquait un petit peu le processus démocratique, parce qu'on n'était plus dans un régime où il y a un équilibre entre les pouvoirs, mais aujourd'hui on est sous cette affluence des partis. D'ailleurs, il y a beaucoup d'appels en ce moment en Tunisie à changer de régime politique, de ne pas revenir vers la dictature, bien entendu, mais justement d'avoir cet équilibre-là et d'avoir des majorités claires à l'Assemblée qui peuvent gouverner, qui peuvent endosser la responsabilité de ces choix durant 5 années,
Et puis voilà, si le peuple n'est pas content, ben on revotera plus pour ces personnes-là, mais on a besoin d'avoir cette maturité, cette stabilité dans le paysage politique tunisien. Et puis, oui, la démocratie, c'est quelque chose de fragile qu'il faut entretenir, qu'il faut suivre. Faut pas la prendre pour acquis parce qu'on peut à n'importe quel moment rebasculer vers une dictature, soit directe, hein, soit justement indirecte, comme je donnais un petit peu des partis qui prennent un petit peu les institutions en otage. Donc c'est un travail quotidien justement de promouvoir les valeurs de cette démocratie-là, d'agir toujours dans le cadre des lois, de respecter les institutions, d'éduquer les nouvelles générations et même la population à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles libertés, parce que parfois on les comprend pas forcément, parce que parfois on tombe dans l'excès. Ne jamais revenir vers la dictature, c'est ce qu'on espère toutes et tous. C'est pourquoi on s'est battu et on se battra encore longtemps. Mais voilà, faut pas pour moi prendre cette démocratie-là, cette transition pour acquise. Et puis, il faut toujours travailler, œuvrer pour l'améliorer, pour trouver nos repères. Parce que là, au bout de 10 ans, c'est vrai que c'est une toute jeune démocratie. On a encore du mal à trouver certains repères, à trouver certains équilibres, à trouver nos marques. On a essayé de nous inspirer un petit peu des expériences d'autres pays, mais au final, ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut un modèle tuniso-tunisien qui répond aux attentes, aux caractéristiques de la population tunisienne, du pays, etc. Donc, c'est vrai qu'on est toujours en train de voir comment on peut réguler au mieux ces acquis-là et de préserver justement, cette démocratie et de la faire évoluer, se développer selon nos propres besoins. Oui, le devoir de mémoire, oui, parce que d'ailleurs même le président français l'a exprimé pas mal de fois, hein, notamment vis-à-vis de ce qui a été fait en Tunisie. On parlait de protectorat, en Algérie c'était une colonisation à proprement dit. Donc en Tunisie c'était un petit peu aussi les gouvernants tunisiens de l'époque qui ont facilité l'entrée et le protectorat français en Tunisie. C'est vrai qu'il y a eu du sang qui a été payé. C'est un petit peu le prix à payer pour toute indépendance. Ça s'est passé partout dans le monde. Donc oui, un devoir de mémoire, oui, c'est très important. Il ne faut pas non plus oublier que la France est le premier partenaire économique de la Tunisie, que les relations justement d'après-indépendance ont énormément évolué, qu'il y a eu beaucoup de partenariats entre nos deux pays, du part justement de cette relation historique et culturelle. La langue française est la seconde langue en Tunisie. Donc un devoir de mémoire, oui, mais je n'irai pas jusqu'à demander des réparations matérielles ou autres, parce que je pense que les relations entre les pays aujourd'hui se font autrement, qu'il y a eu un contexte bien déterminé, qu'aujourd'hui on a quand même avancé, on a quand même fait, on a fait de grands pas et je pense pas que la France, c'est un jour défait son devoir de mémoire. Peut-être des excuses orales si certains, parce qu'on a eu cette polémique-là au sein de l'Assemblée, mais qui relevait plus du populisme pour moi qu'autre chose, parce que même si on voulait réclamer des excuses ou on devait avoir ce devoir de réclamer ce devoir de mémoire, ça serait fait d'une autre manière, par les voies diplomatiques officielles et de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus raisonnée, parce que il faut toujours penser aussi à l'intérêt du pays, aux intérêts du peuple. On ne peut pas nier aujourd'hui que nos intérêts justement économiques, culturels, on a 700 000 Tunisiens qui résident en France, dont 60% sont des binationaux. Donc aujourd'hui, les relations sont même des relations familiales. C'est la conception dès le début et puis il y a vraiment un grand manque de communication
entre les pays du Maghreb. Il y a un manque de coordination sur beaucoup de points, hein, notamment même sur les questions diplomatiques. On voit que les pays ne votent pas forcément pareil, hein, notamment à l'Union africaine, au sommet arabe ou encore aux Nations Unies. Enfin, c'est des votes parfois qui sont disparates. Donc il y a vraiment un manque de coordination. Mais je n'ai jamais vu ou entendu parler voilà, d'une vraie stratégie de travail, de travail en commun. Et je pense que ce coût d'un an Maghreb revient très très cher à ces pays-là, parce qu'en étant dispersés, même leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs partenaires est amoindri, puisque chaque pays négocie tout seul, alors que s'ils faisaient vraiment, c'était un vrai bloc homogène, on pourrait mieux négocier. Au-delà de l'UMA, justement, on devrait mieux travailler, plus travailler dans le cadre de notre continent, donc de l'Afrique, d'une Afrique justement unie, unifiée, qui s'entraide, qui fait bloc parfois sur certaines questions d'ordre international vis-à-vis de partenaires étrangers. Il faut savoir tirer justement une force de cette proximité géographique, de cette diversité, pas seulement sur le plan d'un Maghreb uni de l'UMA, mais je pense qu'il faut travailler sur tout le continent et de voir d'autres partenariats pour avoir un meilleur poids. On le voit avec l'Union européenne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important justement pour les pays africains de revoir leurs relations, de revoir cette coopération et de l'étendre. Malheureusement, oui, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a justement des interventions étrangères en Libye, ce qui est un petit peu désolant, ce qui est dérangeant, ce qui peut être très, très inquiétant, justement, notamment pour les voisins de la Libye comme la Tunisie. Et puis, on a toujours voulu prôner dans ces révolutions-là des solutions internes, des solutions pacifiques, où c'est le peuple lui-même qui décide justement de son sort et puis du processus que va suivre sa révolution. Malheureusement, on dit en Libye, la situation est beaucoup plus compliquée. Ça s'est tourné en conflit interne, mais malheureusement externe, puisque les partis internes essayent un petit peu d'avoir le soutien de forces militaires étrangères. Et oui, la situation est en train de s'internationaliser, chose qu'on ne souhaite vraiment pas. Et on est le plus inquiet, bien entendu, pour le peuple libyen, pour sa vraie volonté, pour ses vrais intérêts, parce que l'enjeu en Libye n'est pas que de réussir une révolution ou pas. On sait que dès qu'il y a une intervention étrangère, c'est qu'il y a d'autres intérêts et qui sont en général matériels, hein, pas que humanitaires et sociaux, quoi. C'est justement cet aspect aussi civilisationnel, si je peux l'appeler ainsi, qui fait qu'on a toujours eu une population assez ouverte, assez tolérante, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la communauté juive en Tunisie était aussi très représentée. Les Italiens, les Français, des Maltais vivaient avec nos grands-parents en totale harmonie. Donc je pense que il y a cet aspect-là, donc le fait que la Tunisie a toujours été ouverte, a toujours été une sorte de carrefour des civilisations où tout le monde passait, où tout le monde pouvait s'installer, où il y avait beaucoup d'échanges commerciaux. C'est pour ça que parfois on voit quelques disparités entre les régions côtières et puis les régions de l'intérieur. On dit que les gens des régions côtières sont un peu plus ouverts et moins conservateurs, par exemple, que ceux des régions intérieures. Et puis, je pense que même après l'indépendance, l'effort qu'a fait l'ancien président Habib Bourguiba de donner un accès obligatoire et gratuit à l'éducation, y est aussi pour beaucoup, parce que si on n'a pas un peuple éduqué, on peut pas forcément s'attendre à ce qui est cette tolérance-là. Donc voilà, l'accès à l'éducation, je pense que ça a toujours été très important. Je pense que ce sont quelques éléments clés qui font qu'on a un peuple beaucoup plus souple, un peu plus tolérant qu'ailleurs, beaucoup plus ouvert, un peu plus aussi à l'aise avec certaines pratiques. Il faut savoir que l'une des plus vieilles démocraties était justement à Carthage. On avait l'une des plus vieilles constitutions dans le monde entier qui est 3 fois millénaire. Donc c'est vrai qu'il y a tout cet aspect historique-là, toute cette richesse culturelle qui ferait peut-être que la Tunisie soit un petit peu plus à l'aise ou un petit peu plus souple avec des notions comme la diversité culturelle, la démocratie, les libertés individuelles, etc.
yeah, yeah, yeah.